Première histoire, le sorcier et la marmite sauteuse. Il était une fois un vieux sorcier bienveillant qui utilisait sa magie avec sagesse et générosité pour le plus grand profit de ses voisins. Plutôt que de révéler la véritable source de ses pouvoirs, il prétendait que ses potions, charmes et antidotes jaillissaient telles quelles de son petit chaudron qu'il appelait sa marmite de chance. À des kilomètres à la ronde, les gens venaient le voir pour lui exposer leurs ennuis et le sorcier était ravi d'y porter remède en remuant quelque chose dans sa marmite. Ce sorcier bien-aimé vécut jusqu'à un fort bel âge, puis il mourut, laissant tout ce qu'il possédait à son fils unique. Ce fils était dans une disposition d'esprit bien différente de celle de son aimable père. Ceux qui ne pouvaient pratiquer la magie étaient à ses yeux des bons à rien, et ils avaient souvent reproché à son père cette habitude de dispenser à leurs voisins une aide magique. Lorsque son père mourut, le fils trouva caché à l'intérieur de sa vieille marmite un petit paquet sur lequel était inscrit son nom. Il l'ouvrit, espérant y découvrir de l'or, mais il ne contenait qu'une pantoufle, douce et épaisse, beaucoup trop petite pour qu'il puisse la porter. Il n'y avait même pas la paire. Glissait dans la pantoufle un fragment de parchemin portait ces mots. « Avec l'espoir le plus cher, mon fils, que tu n'en auras jamais besoin. » Le fils maudit la sénilité qu'il avait ramolli l'esprit de son père et jeta la pantoufle dans le chaudron où il l'avait trouvée, décidant que désormais la marmite lui servirait de boîte à ordures. Cette nuit-là, une paysanne vient frapper à la porte. « Ma petite fille sauve d'une éruption de verrue, lui dit-elle. Votre père préparait un cataplasme spécial dans cette vieille marmite. Allez-vous-en, s'écria le fils. Qu'ai-je donc à faire des verrues de votre marmaille? Et il claqua la porte au nez de la vieille femme. Aussitôt, des cliquettements et des martèlements sonores retentirent dans la cuisine. Le sorcier allumait sa baguette magique et ouvrit la porte. Là, à son grand étonnement, il vit la vieille marmite de son père. Un pied de cuivre unique lui avait poussé, et elle sautait sur place au milieu de la pièce, faisant un bruit terrifiant sur les dalles qui recouvraient le sol. Abasourdi, le sorcier s'approcha, mais battit précipitamment en retraite, lorsqu'il constata que toute la surface de la marmite était couverte de verrues. « Répugnant objet !» s'exclama-t-il. Il essaya d'abord de lui lancer un sortilège de disparition, puis de la nettoyer par magie, et enfin de la forcer à sortir de la maison. Mais aucun de ces sorts ne donna de résultat, et il fut incapable d'empêcher la marmite de sauter derrière lui quand il quitta la cuisine, puis de le suivre jusqu'à son lit, montant chaque marche de l'escalier de bois dans un cliquettement et un martèlement assourdissants. Le sorcier ne put dormir de la nuit, à cause du fracas que produisait à côté de son lit la vieille marmite couverte de verrues. Au matin, elle s'obstina à sauter derrière lui jusqu'à la table, où il alla prendre son petit déjeuner. Clang, clang, clang faisait la marmite au pied de cuivre, et le sorcier n'avait même pas eu le temps d'entamer son porridge qu'on frappa à nouveau à la porte. Un vieil homme se tenait sur le seuil. « C'est au sujet de mon vieil âne, monsieur, expliqua-t-il. Il est perdu ou on me l'a volé. Sans lui, je ne peux pas aller vendre mes marchandises et ma famille aura faim ce soir. »« Moi, c'est maintenant que j'ai faim, rugit le sorcier. Il claqua la porte au nez du vieil homme. Clang, clang, clang fit le pied de cuivre de la marmite en sautant sur le sol. Mais à présent, des braillements se mêlaient à son vacarme et des gémissements affamés aux accents humains s'élevaient des profondeurs du chaudron. « Tiens-toi tranquille, silence !» hurla le sorcier d'une voix aiguë. Aucun de ses pouvoirs magiques, cependant, ne put faire taire la marmite couverte de verrues, et elle continua de sauter toute la journée derrière lui, braillant comme un âne, gémissant, cliquetant avec bruit, partout où il allait, et quoi qu'il fût. Ce soir-là, on frappa une troisième fois à la porte. Sur le seuil se tenait une jeune femme qui sanglotait à fondre l'âme. « Mon bébé est gravement malade, » se lamenta-t-elle. « S'il vous plaît, aidez-nous. Votre père m'avait dit de venir le voir si j'avais des ennuis. » Mais le sorcier lui claqua la porte au nez. À présent, l'obsédante marmite s'était remplie jusqu'au bord d'eau salée et versait des larmes un peu partout en continuant de sauter, de braire, de gémir et de se couvrir d'autres verrues. Bien que pendant le reste de la semaine, aucun autre villageois ne fût venu demander de l'aide au sorcier, la marmite continuait de le tenir informé de leurs nombreux maux. Au fil des jours, elle ne se contenta plus de braire, de gémir, de répandre des larmes, de sauter et de se couvrir de verrues. Elle s'étouffait à présent, était saisie de haut le cœur, pleurait comme un bébé, geignait comme un chien, déversait du fromage rance, du lait caillé et un flot dévastateur de limaces affamées. Le sorcier ne pouvait plus ni dormir ni manger avec cette marmite à côté de lui, mais elle refusait de le quitter, et il ne pouvait la faire taire ou la forcer à l'immobilité.
Enfin, le sorcier ne put en supporter davantage. « Venez m'apporter tous vos problèmes, tous vos ennuis, tous vos malheurs !» s'écria-t-il en s'enfuyant dans la nuit. La marmite sautant derrière lui sur la route qui menait au village. « Venez, je vais vous guérir, vous remettre sur pied, vous réconforter. Avec la marmite de mon père, j'apaiserai tous vos maux. » La redoutable marmite, bondissant toujours derrière lui, il courut le long de la grande rue, lançant des sortilèges en tous sens. À l'intérieur d'une des maisons, les verrues de la petite fille disparurent pendant son sommeil. Grâce à un sortilège d'attraction, l'âne perdu fut ramené d'un lointain bosquet d'églantiers et remis en douceur dans son écurie. Le bébé malade fut inondé de dictames et se réveilla rose et frais. Dans chaque maison où s'étaient répandus maladie et chagrin, le sorcier fit de son mieux, et peu à peu la marmite à côté de lui cessa de gémir et d'avoir des hauts-le-cœur. Elle devint silencieuse, propre et brillante. « Alors, marmite ?» demanda le sorcier en tremblant, tandis que le soleil commençait à se lever. La marmite recracha la pantoufle qu'il avait jetée dedans et lui permit d'enchausser son pied de cuir. Puis ils retournèrent tous deux dans la maison du sorcier. Le bruit de pas de la marmite enfin assourdit. Mais à compter de ce jour, le sorcier aida les villageois comme son père l'avait fait avant lui, de peur que la marmite ne se débarrasse de sa pantoufle et se remette à sauter. Commentaire d'Albus Dumbledore sur le sorcier et la marmite sauteuse. Un vieux et bon sorcier décide d'infliger une leçon à son fils, au cœur sec, en lui donnant une idée des misères que subissent les moldus des environs. La conscience du jeune sorcier s'éveille et il finit par accepter de faire usage de ses pouvoirs au profit de ses voisins dépourvus de magie. On pourrait penser qu'il s'agit là d'une fable simple aux vertus réconfortantes, mais il faudrait être un bien innocent, bené, pour avoir une telle opinion. Une histoire pro-moldu, montrant qu'un père, aimant les moldus, dispose de pouvoirs magiques supérieurs à ceux de son fils qui les déteste. On ne peut qu'être stupéfait à la pensée que des copies de la version originale de ce conte aient survécu aux flammes auxquelles elles étaient si souvent livrées. Biddle était d'une certaine manière en décalage avec son époque, lorsqu'il dispensait un message d'amour fraternel envers les moldus. Au début du XVe siècle, les persécutions contre les sorcières et les sorciers gagnaient dans toute l'Europe. Dans la communauté magique, beaucoup pensaient, à juste titre, que proposer de jeter un sort pour guérir le cochon malade d'un voisin moldu équivalait à se porter volontaire pour aller ramasser le bois de son propre bûcher. Laissons les moldus se débrouiller sans nous. Tel était le cri des sorciers, tandis qu'ils s'éloignaient de plus en plus de leurs frères non magiques. Le point culminant étant l'institution du Code international du secret magique en 1689, quand la communauté des sorciers décida volontairement de passer dans la clandestinité. Mais les enfants, étant ce qu'ils sont, la grotesque marmite sauteuse s'empara de leur imagination. La solution consistait à débarrasser le conte de sa morale pro-moldue, tout en conservant le chaudron couvert de verrues. Et ainsi, vers le milieu du XVIe siècle, une version différente fut largement répandue parmi les familles de sorciers. Dans l'histoire révisée, la marmite sauteuse protège un sorcier innocent de ses voisins, qui brandissent torches et fourches en les chassant de sa maison, en les attrapant et en les avalant tout entiers. À la fin, lorsque la marmite a englouti la plupart de ses voisins, le sorcier obtient des quelques villageois qui restent la promesse qu'ils le laisseront pratiquer sa magie en paix. En échange, il commande à la marmite de rendre ses victimes, qui sont ainsi recrachées, quelque peu estropiées de ses profondeurs. Aujourd'hui encore, certains enfants de sorciers n'entendent que la version révisée qui leur est racontée par leurs parents, généralement anti-moldus. Et lorsqu'il leur arrive d'avoir l'original entre les mains, sa lecture constitue pour eux une grande surprise. Cependant, comme je l'ai déjà laissé entendre, ce n'est pas seulement à cause de son sentiment pro-moldu que le sorcier et la marmite sauteuse a provoqué des réactions de colère. Alors que la chasse aux sorcières se faisait de plus en plus féroce, les familles de sorciers commencèrent à vivre une double vie, utilisant des charmes de camouflage pour se protéger. Au XVIIe siècle, tout sorcier ou sorcière qui choisissait de fraterniser avec des moldus devenait un suspect et même un réprouvé dans sa propre communauté. Parmi les nombreuses insultes lancées aux sorciers pro-moldus, des épithètes aussi colorées que « vautrambourbe »,« lèche-bouse » ou « gobe-fange » datent de cette période. Il y avait celles qui supposaient des pouvoirs magiques insuffisants ou inférieurs. Des sorciers influents de l'époque, tels Brutus Malfoy, directeur de Sorciers en guerre, une gazette anti-moldus, entretenaient le stéréotype selon lequel un amoureux des moldus avait à peu près autant de pouvoirs magiques qu'un craquemol. En 1675, Brutus écrivait « Voici ce qu'on peut établir avec certitude.
Un sorcier qui marque de l'affection pour la société des Moldus est d'une intelligence inférieure, et sa magie si insignifiante, si pitoyable, qu'il lui faut s'entourer de porchers moldus pour se sentir supérieur. Il n'est pas de signe plus sûr d'une faible magie que la faiblesse envers une compagnie dépourvue de magie. Ce préjugé a fini par disparaître devant l'écrasante évidence que certains des sorciers les plus brillants du monde, tels que moi-même, ont été, pour utiliser l'expression courante, des amoureux des Moldus. La dernière objection soulevée par le sorcier et la marmite sauteuse demeure encore vivace aujourd'hui dans certains milieux. Elle fut sans doute le mieux résumée par Béatrix Bloxam, auteure des Contes du Champignon de sinistre réputation. Mademoiselle Bloxam pensait que les contes de Biddle-le-Bard étaient préjudiciables aux enfants en raison de ce qu'elle appelait leur obsession malsaine pour les sujets les plus affreux, tels que la mort, la maladie, les effusions de sang, la magie malfaisante, les personnes morbides, les éruptions et épanchements corporels du genre le plus répugnant. Mademoiselle Bloxam reprit diverses histoires anciennes, dont certaines de Biddle, et les réécrivit pour les conformer à ses idéaux qu'elle définissait ainsi. Emplir les esprits purs de nos petits anges de pensées saines et heureuses, épargner à leur doux sommeil tout rêve pernicieux et protéger la précieuse fleur de leur innocence. Le dernier paragraphe du sorcier et la marmite sauteuse, retravaillé selon les idées pures et précieuses de Mademoiselle Bloxam, est ainsi rédigé. Alors la petite marmite d'or dansa avec délice. Hop là, hop, 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 sur ses minuscules orteils roses. Minnie Wilnini avait guéri toutes les poupées de leur gros mal de ventre, et la petite marmite était si heureuse qu'elle se remplit de bonbons pour Minnie Wilnini et les poupées. Mais n'oublie pas de brosser tes petites quenottes, s'exclama la marmite. Minnie Wilnini embrassa la marmite qui faisait hop hop et la serra contre lui, en promettant de toujours aider les petites poupées et de ne plus jamais être un vieux grognon ronchon. Le conte de Mademoiselle Bloxam a suscité la même réaction chez des générations d'enfants sorciers, des hauts-le-cœur incontrôlables, suivis de l'exigence immédiate que ce livre leur soit retiré de la vue et réduit en bouillie.